Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien. Bon, donc écoutez, aujourd'hui on va parler comme d'habitude des projets crypto, donc le VeChain, le XRP, VV Digital Collectibles et bien sûr la plateforme Ultra avec le UOS. Et en fin de vidéo, on verra donc en deuxième temps les actualités crypto plus générales, mais également financières, parce que vous allez voir qu'il y en a. Il y a des choses intéressantes vraiment pour essayer de mettre des hypothèses à ce qu'elle va nous tomber dessus, clairement, dans les mois qui viennent. Bon, donc les amis, écoutez, si vous êtes chaud, bien, je vous invite d'abord à vous poser tranquillement où que vous soyez, à prendre un petit café, un petit sandwich, et puis c'est parti pour la vidéo et le trailer, bien sûr. Parti les amis avec le VeChain en premier lieu. Donc là, enfin, on a une annonce, vous voyez, de Reflexivity Research, qui est une entreprise basée sur l'information et la recherche d'informations de data en lien avec des projets. Et donc là, vous avez ça y est, un partenariat officiel entre Reflexivity Research et la fondation VeChain. Et donc, qu'est-ce que ça va inclure? Ben, ça va tout simplement inclure le fait que cette entreprise-là va faire des rapports donc bimensuels, donc c'est-à-dire 2 fois par mois, sur la fondation VeChain et sur l'écosystème surtout du VeChain, notamment on imagine tous les chiffres en lien avec l'utilisation de l'écosystème VeChain, etc. Donc on aura une mise à jour, ça va être très positif parce qu'on aura encore plus de transparence sur l'évolution de l'écosystème VeChain, du moins c'est l'objectif de ce partenariat, on imagine. Voilà, première information, les amis, pour le VeChain. Ensuite, je continue. Alors là, on a très bonne nouvelle, un update, vous savez, une mise à jour de tout le VORJ qui a été relayé par la fondation VeChain en tant que tel, comme vous pouvez voir ici. Et donc, ça y est, c'est officiel, vous avez désormais la marketplace, vous savez, World of V pour les NFT qui est directement intégrée au sein du VORJ. Et donc, ça veut dire que désormais, les développeurs ou les chefs de projet qui veulent créer des collections de NFT ou des projets de NFT sur le VORJ, eh bien, ont la possibilité de minter, c'est-à-dire de créer des collections de plus de 5000 NFT sur VORJ par mois gratuitement. Vous voyez, et directement déployable du coup sur le marketplace World of V. Donc très positif, là on voit vraiment on a une facilité d'accès vraiment à la création de projets sur l'écosystème du VeChain grâce au VORJ. Et donc je rappelle que le VORJ permet de coder, de créer des collections, de créer des projets sur la blockchain du VeChain, mais sans codage, sans connaissance de codage, sans compétences. Vous n'aurez pas également à payer les frais de transaction, donc très bon point. Et enfin, vous voyez, vous pourrez minter, déployer vos NFT sur le marketplace en quelques minutes. Donc très très gros point. Et ce n'est pas fini, cerise sur le gâteau. Si vous êtes intéressé dans le digital, c'est-à-dire de, comme je le dis très souvent, mais je vous rappelle, de lier les produits physiques avec l'enveloppe NFT, c'est-à-dire le produit virtuel, donc c'est-à-dire d'avoir les deux combinés, eh bien vous avez World of V Labs qui peut vous aider si vous avez un projet de ce genre de projet. Et donc là, vous n'aurez qu'à contacter l'équipe de World of V pour recevoir, vous voyez, des échantillons de puces NFC à coller derrière sur vos objets et derrière, ensuite, vous pourrez créer vos NFT qui seront backup, qui seront en lien avec vos puces NFC qui seront collées sur vos objets digital du coup. Voilà, donc là, ça devient de plus en plus simple de créer des choses sur l'écosystème VeChain et comme on dit, la simplicité amène l'utilisation et l'utilisation amène le développement et l'adoption de masse sur ce projet. Très bon point. Et donc, ce n'est pas fini dans les bonnes nouvelles, bien évidemment, là, je ne fais que m'échauffer les amis sur le VeChain parce que regardez, là, on a autre information. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous parlais vous savez, du partenariat entre EasyA et la fondation VeChain sur les 60 jours du challenge de VeChain. Et la semaine dernière, je vous avais dit, il y avait 4000 développeurs qui participaient à ce challenge. Et bien désormais, vous voyez, on a 9150 développeurs, c'est-à-dire presque 10 000 qui sont sur l'écosystème du VeChain. Donc c'est quand même assez fou. Et vous voyez, donc là, vous avez 9150 développeurs qui complètent les tâches du VeChain sur, vous voyez, l'application, donc EasyA,
learn to earn, c'est-à-dire vous apprenez pour gagner. Donc très sympa. Et donc, c'est pas fini. Donc là, ils entrent dans le lourd du lourd, dans la prochaine phase du projet, enfin, de ce challenge des 60 jours du VeChain, puisqu'ils disent que 200 développeurs, donc provenant d'entreprises comme Google, Meta et plus, nous rejoindront, donc la fondation VeChain, hein, bien sûr, pour participer à un hackathon, c'est-à-dire un concours, imagine, de développement à l'université de Harvard. Donc là, on est dans un système où on rentre quand même dans des compétences, bah, ça commence à devenir du lourd. Et donc, bien sûr, ils disent que là, les meilleurs, hein, on va dire que les meilleurs compétiteurs de développement pourront gagner donc des prix de 30 000 dollars avec le potentiel, bien sûr, d'être suivis par des entreprises de capital risque d'investissement surtout, comme A16Z, c'est-à-dire toutes les entreprises justement qui sont derrière le déploiement de EasyA. Vous voyez. Donc ça veut dire que si je résume la chose, c'est que les meilleurs développeurs qui auront les meilleurs projets reconnus, hein, à travers les 10 000 développeurs sur l'application VeChain pourront en fait être tout simplement eh bien, récompensés déjà avec des prix donc, de 30 000 dollars, mais également suivis derrière par des entreprises pour développer, si l'application elle est sympa, eh bien, vraiment investir dans un projet. Là, ça commence à devenir très sérieux. Voilà, et donc il rappelle hein, que la branche de la nouvelle science de Harvard au niveau de l'ingénierie, c'est un complexe qui pèse à peu près 1,2 milliard de dollars. Bon, donc là, ils disent l'endroit parfait pour apporter ensemble les plus grands esprits de la blockchain. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment un objectif pour la fondation VeChain et également le partenariat, le partenaire principal désormais de la fondation VeChain, qui est Boston Consulting Group, hein, je vous rappelle. Eh bien, ils ont l'objectif de chercher des solutions et bien sûr des talents, les plus grands talents pour le développement, pour justement apporter des solutions à la variété de challenges voilà, qui existent aujourd'hui dans le monde de la blockchain. Donc très positif les amis, là on voit que on rentre encore dans le lourd, hein. Ça a démarré doucement, là c'est en train d'exploser leur truc de challenge, et même eux ont l'air surpris apparemment. Bon, et enfin, dernière nouvelle et pas des moindres, les amis, pour le VeChain, c'est bien sûr, vous avez sûrement entendu parler, donc l'intégration par Coinbase dans l'exchange du VeChain et de Vtor, du VTHO sur la plateforme. Donc si vous avez Coinbase, eh bien ça y est, vous avez officiellement la possibilité de faire du trading, d'acheter, de vendre du VeChain et des VTHO sur Coinbase. Également sur là ils le disent là, sur les applications mobiles Android et iPhone également. Alors, les amis, donc là, cette semaine, ça a été un bombardement hein, pour le VeChain, il faut avouer. Et on est toujours dans les voyants plutôt verts sur ce projet-là, clairement. Bon, bah écoutez, sinon les amis, je vous invite à voir la vidéo sur le VeChain si vous, enfin pour les nouveaux arrivants peut-être sur la chaîne, qui connaissent peut-être pas le VeChain, pour en savoir plus sur ce projet. Bien sûr les amis, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Voilà les amis, donc là, une fois que c'est dit, ben, je vous invite à continuer. C'est parti sur le prochain projet, notamment donc VV avec l'entreprise Ecomi derrière. Donc là, vous voyez sur VV Digital Collectibles, et on a, là je vais vous faire la liste des drops, hein, comme d'habitude, qui sont sortis cette semaine, la semaine dernière, et qui vont sortir cette semaine. Donc là, on a un poster donc, en édition unique de Marvel, en artwork, vous voyez, qui est prévu en sortie le 15 septembre. Vous voyez, donc c'est vraiment une édition unique. Marvel, et c'est fait par Russell Dauterman, c'est Mary Jane and Black Cat. Voilà. Ensuite, les amis, au niveau des drops, pareil, je continue hein, sur l'application VV. Là, c'est du lourd. On a du Star Wars en version animée, très bien fait. Regardez, on a le Scout Walker, donc ATST, des Forces Impériales, qui sortira donc le dimanche 17 septembre à disposition sur l'application VV. Donc là, vraiment, c'est... en vrai, même la qualité, quand même, c'est phénoménal. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça vraiment abusé, quoi. Bon, je continue les amis, donc prochain drop également dans la même veine, hein, c'est Star Wars, donc le 3 Wings, ils appellent ça, donc c'est-à-dire les 3 ailes, et c'est également donc un vaisseau iconique de la saga Star Wars, que tout le monde bien sûr connaît j'imagine,
qu'on a tous repéré pour son originalité. Donc là aussi, vous voyez, l'animation est quand même très très bien faite. Enfin, le NFT est vraiment super bien fait, il n'y a rien à dire, on s'y croirait presque dans le film. Dans un jeu vidéo, pourquoi pas. Voilà, je continue hein, les amis au niveau des drops. Et donc on a également un drop, là cette fois je passe sur les bandes dessinées, un comics, et notamment vous avez donc, alors c'est quand c'était aujourd'hui, hein, c'était 13, non c'était hier, pardon, ça c'était hier. Vous avez une sortie donc de Mickey, donc là c'est Tru et le Betaverse. Donc c'est Mickey, Donald et ses amis, voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça et que vous voulez lire ce genre de bande dessinée, vous pourrez le faire en façon virtuelle grâce à VV. Bon, pareil dans la veine des comics, on a la première apparition des X-Force, comme vous pouvez voir ici. Et là, c'est prévu donc pour aujourd'hui. Vous voyez, je dis aujourd'hui. Et donc là aussi, on a des comics de commun à secret rare, également au niveau des couvertures. Ouais, ça date de 1983 quand même, hein. Donc c'est assez sympa de pouvoir avoir accès à ce genre de bande dessinée plutôt ancienne et difficile à avoir sur le marché. Ensuite, au niveau des drops, je continue les amis, et là, ça jette le paquet, c'est Lamborghini. Alors, c'est sorti le 9 septembre, donc c'était la semaine dernière, donc c'était vraiment pile après que j'ai fait mon ancienne vidéo. Mais du coup, je vous le remets ici, c'est effectivement, on a 4 nouvelles Lamborghini au niveau des couleurs qui sont sorties la semaine dernière. Désormais disponibles sur l'application VV. Donc, plutôt sympa, hein. On imagine le but, à terme, ce serait de pouvoir les conduire sur le VV-Verse. Ça, ce serait l'idéal, hein, dans le meilleur des mondes. Mais bon, on verra bien. Bon les amis, donc là, pareil, j'ai fini les drops. Maintenant, je vais passer sur l'aspect projet et l'entreprise Ecomi. Et là, regardez, on a donc un tweet de VV France qui a fait le calcul en fonction, bien sûr, des ventes faites chaque jour sur l'application VV. Et donc, il a estimé, par exemple, que le revenu entre le 27 août 2023 et le 7 septembre 2023 est estimé environ à 1 million de dollars. Donc, ça veut dire qu'en 12 jours, à peu près, hein, entre 12 et 15 jours, eh bien, l'entreprise Ecomi a récolté à travers son application VV près de 1 million de dollars. Donc, j'imagine le délire. Enfin, ça donne la puissance quand même phénoménale du projet et ça rassure évidemment hein, sur la situation financière de l'entreprise, même si on n'a pas à côté les dépenses durant cette même période. Mais ça paraît quand même, rien qu'au niveau de la gestion de l'entreprise, enfin, on voit mal comment ils peuvent dépenser 1 million de dollars en 12 jours, en frais, même en salaire, en impôts. Voilà, ça paraît un peu compliqué. Donc, effectivement, là, c'est plutôt rassurant de voir ce genre de choses, cette situation financière, parce que bien évidemment, la situation financière d'un projet, les amis, c'est une des choses les plus importantes. Parce que si le projet n'est pas viable, eh bien, il finira par couler. Voilà, aussi simple que ça. Bon, je continue les amis, et là aussi au niveau de la régulation, donc j'ai très intéressant, très important, parce que vous savez que là aux États-Unis, hein, la SEC en ce moment est en train de dégainer au bazooka sur toute l'industrie crypto. Donc c'est pour ça que là je trouve un tweet de OK Hotshot, voilà, comme vous pouvez voir ici, qui est un analyste on-chain et qui suit donc les projets NFT, hein, bien évidemment, sur l'industrie crypto. Et là, il dit, voici pourquoi la SEC, en fait, a considéré un projet, donc c'est un projet, c'est Stoner Cats. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est un projet NFT crypto. Et donc la SEC, le régulateur américain aux États-Unis, a considéré que ce projet-là, qui était exclusif NFT, eh bien, était considéré comme une securities et donc qui a été sanctionné par la SEC parce qu'elle n'avait pas enregistré donc, les NFT en tant que securities. Mais c'est parce que en fait, donc, les développeurs enfin, l'équipe derrière le projet Stoner Cats a fait le marketing et a déclaré que ces NFT étaient essentiellement euh, lié à la puissance commerciale, à la puissance de l'augmentation de la valeur des prix de ces NFT. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont acheté les NFT Stoner Cats, ils les ont achetés uniquement dans un but spéculatif. Et donc à partir de là, eh bien, la SEC a déclaré, vu que l'équipe Stoner Cats s'est vendue elle-même comme des NFT dans un but de valeur spéculative, eh bien, elle était considérée que les NFT de Stoner Cats étaient considérés comme des crypto-monnaies de base et des actifs donc liés au titre financier, quoi. Voilà.
Donc c'est pour ça que là, les Stoner Cats vont être attaqués par la SEC. Et donc, j'ai un autre tweet que je vais vous montrer voilà, de Randy Chavez, hein, qui est un des plus gros investisseurs de VV, il a un gros portefeuille donc de collectibles. Et donc, il disait, voici pourquoi VV Official, donc l'application VV, a fait les choses correctement au niveau de la régulation. Et justement, il fait allusion donc, à ce tweet de OK Hotshot. C'est tout simplement parce que l'application VV, effectivement, n'a pas vendu et ne vend pas ces NFT dans une démarche de valeur spéculative. Ils vendent leurs NFT dans une démarche technologique, c'est-à-dire dans une démarche de créer des modèles 3D, les bandes dessinées dans une démarche de les collectionner, de les lire, et les NFT, c'est pareil de collectibles 3D, même comme les Lamborghini. L'objectif, c'est, enfin, vendu en tout cas par VV. Après, vous avez des profils d'investisseurs, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui les collectionnent parce qu'ils adorent ça. Vous avez d'autres personnes qui spéculent effectivement sur les prix des NFT. Mais en tout cas, l'entreprise VV, du moins c'est ce que dit Randy Chavez et OK Hotshot, hein, c'est ce qu'ils déclarent, dit que comme en clair, VV ne vend, enfin, déclare que eux, leur but c'est de créer des collectibles 3D pour la collection et pour l'utilisation derrière dans un VVverse, gamification, eh bien derrière il y a quelque chose, il y a un impact technologique. Et non, c'est pas uniquement spéculatif. Et là la différence. Parce que faut savoir que la SEC considère que les NFT de base ne sont pas des titres financiers. Voilà. Donc là, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Alors bien sûr, ça reste à voir, hein. Peut-être qu'on aura des surprises à l'avenir, que la SEC changera d'avis ou considérera l'entreprise VV comme effectivement l'NFT comme des titres financiers, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti sur ce plan-là. Voilà les amis, je vais vous partager également cette nouvelle. Bon, donc sur ce, également, je vais passer à la suite, un prochain projet. Mais avant ça, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que c'est l'application VV, comment ça marche, l'entreprise est commis, l'équipe derrière le projet, etc., je vous invite à voir la vidéo qui est ici. Voilà. Et sinon, ben, on continue sur le prochain projet qui est la plateforme de gaming Ultra Web 3.0. Première information plutôt sympa, c'est-à-dire que là, à partir du 25 septembre 2023, le client Ultra, c'est-à-dire tout le protocole, hein, qu'il y a, tout le codage qu'il y a derrière la plateforme Ultra, migrera sur Electron. Et donc je rappelle que Electron, c'est donc ils le disent ici, hein, donc Ultra, ils disent que ça va permettre la supercharge des activités de développement, la productivité de développement pour la plateforme Ultra. Voilà. Donc c'est une optimisation quelque part derrière de l'activité de développement des développeurs de la plateforme Ultra en entreprise. Voilà les amis, et donc je vous rappelle qu'effectivement Electron, c'est une entreprise très connue, hein, dans le milieu, puisqu'il y a Twitch qui utilise, enfin, il y a beaucoup d'entreprises de stream qui utilisent Electron, etc. Voilà, donc ça va permettre d'optimiser cette part-là. Et enfin, donc la dernière information pour Ultra, avant que je passe à la suite, donc là également très important, je suis tombé sur une présentation, vous voyez, une vidéo. Donc là, c'est Nicolas Gillot, le cofondateur de la plateforme Ultra du projet, donc très intéressant. Et là, dans ce tweet, il résume en clair, hein, voilà, tous les avancements et la roadmap, si vous voulez, futurs en 2023 pour le coup, de la plateforme Ultra. Donc je vais vous dire ça, je vais vous traduire. Donc là, premier point, c'est les progrès d'Ultra de façon générale pour 2023. C'est que effectivement, ils ont fait des progrès. Ils ont également atteint des jalons très importants avec notamment une tonne de développement technique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs clients, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément, mais en tout cas, eux, de leur côté, ils disent qu'ils ont atteint des jalons très importants au niveau technique, au niveau de leur développement. Ensuite, bien sûr, au niveau des produits qu'ils ont mis en place sur le marché, on l'a vu, ils ont mis en place des fonctionnalités comme Ultra Prime, etc., Ultra Arena, les tournois. Voilà. Donc ça, c'était au niveau général, c'est vrai qu'ils ont bien avancé par rapport à ce qu'ils avaient annoncé à la base. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, ils ont parlé des composants sociaux, très important les amis, et là, ils font justement allusion à la migration de Ultra vers Electron, que je vous ai justement présenté juste avant. Et donc là, ils disent que c'est en progrès. Donc, on imagine qu'à partir du 25 septembre, ce sera possible.
Et donc, les résultats attendus de cette migration vers Electron, c'est ben, la possibilité de mettre en place un système de notification, de messagerie, de texte avec vos amis, d'une liste également d'amis, en fait, comme sur Steam. Hein. Voilà, on va pas chipoter, ça va être un peu le même principe que Steam pour justement améliorer l'interface sociale des joueurs sur Ultra. Ensuite, vous avez tout ce qui est l'aspect des mises à jour sur les jeux AAA exclusifs. Je dis bien exclusifs parce que effectivement l'un des objectifs de Ultra, c'est de créer leur propre variété de jeux exclusifs et de type AAA. Donc après, eux, ils disent que ces genres de tests-là sont en playtest, donc ils sont en train de les tester. Et donc ce serait des FPS, il y aurait il y aurait également des jeux du sport. Et donc, bah, on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Ensuite, il parle de la roadmap de 2023. Donc là, très important. Et il parle également qu'il y a tout ce qui est l'aspect de promotion, vous savez, au niveau des jeux, et que tout peut-être les influenceurs et les promoteurs des jeux pourront commencer cette fois à gagner des commissions. Et donc là, on va avoir quoi? On va avoir un système un peu comme Twitch, mais sauf que ce sera un mélange de Twitch et également de gaming. Donc Ultra, là, on voit vraiment la fenêtre sur Ultra sur leur volonté vraiment d'assimiler l'aspect donc social, l'aspect streaming pour la promotion des jeux vidéo et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il parle de l'Ultra Arena. Donc là, moi, je vous en ai déjà parlé, vous l'avez vu, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais effectivement, ils ont mis en place des tournois, etc. Et très important, là, il parle de la route vers les millions d'utilisateurs. Et donc là, ils disent que leur premier objectif, c'est d'atteindre le 1 million d'utilisateurs et cela exclusivement grâce à leurs jeux exclusifs, notamment les jeux FPS et les jeux de sport qu'ils vont développer. Et ils disent, bien sûr, pour mettre cela en perspective, les jeux de sport similaires à ce qu'ils développent apparemment ont une large base d'utilisateurs avec plus de 50 millions d'utilisateurs. Donc, on voit bien que leur objectif premier est d'avoir 1 million d'utilisateurs et leur objectif final de toucher le plus d'utilisateurs possible. Bon, c'est logique, on va dire. Voilà. Et donc, au final, après, donc là, il parle des solutions full spectrum. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais il parle également du marketing, tout l'aspect marketing, tout l'aspect game de tokenisation des jeux. Donc ça, j'en ai déjà parlé, les discounts sur les jeux, etc. Bon, voilà. Donc rien de nouveau par rapport aux compétiteurs hein, comme Steam, Epic Game Store, si ce n'est la tokenisation des jeux et l'aspect de récompense des streamers, les publicités sur Ultra, mais là, ils n'en ont pas encore parlé. Et juste si j'en parle, c'est parce que c'est présent dans leur white paper. Mais là, ils n'en ont pas encore parlé ici. Du moins, ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'allusion faite par Nicolas Gillot. Voilà. Et donc, vous remarquez quoi? C'est que si vous avez été attentif, vous remarquez qu'il manque quand même un point, c'est la situation financière d'Ultra. Ah, c'est vrai que là, bah, on n'a rien du tout hein, là-dessus. C'est pour ça que bah, vous me voyez venir. Moi, j'étais mon petit poste là, à Crypto Force, comme vous pouvez voir ici. Donc, je leur ai demandé, mais comment, enfin, quelle est la situation en fait sur la situation financière d'Ultra? Est-ce qu'ils font des profits actuellement ou est-ce qu'ils sont en banqueroute? Bah, après, j'imaginais très bien que si j'allais l'annoncer comme ça, ils ne me répondraient pas. Bon, j'ai juste une réponse de quelqu'un, alors je sais pas du tout s'il est dans le game d'Ultra ou pas, mais apparemment c'est vrai qu'ils embauchent du personnel. Donc ils ont été à leur centième, ils l'ont annoncé à un moment, à leur centième personne qui était embauchée par le projet. Mais le problème c'est que ça prouve rien, c'est-à-dire vous pouvez embaucher, être endetté à mort, embaucher un paquet de personnes, même 1000, mais derrière vous êtes surendetté, hein. Ouais, c'est possible. Donc ça veut dire que là, il n'y a aucun document et personne ne m'a répondu. Donc, on voit bien que là, il y a vraiment une omerta, si je puis dire, sur la situation financière du projet. Et c'est vrai que s'ils n'en parlent pas, c'est que on peut se poser la question, en tout cas, sur leur situation financière actuelle. Donc moi, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas la transparence sur l'aspect financier du projet, je vous invite vraiment à faire attention, les amis. Ça veut peut-être qu'ils sont très bien, hein, peut-être qu'ils ont des millions d'avance, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de transparence et de discours officiel de la part des créateurs, des fondateurs, ou d'un ambassadeur d'Ultra, faites attention, les amis, bah, à vous, hein, avec ce projet-là. Même s'il est très très beau, on le voit bien, et qu'il se développe dans le très bon sens, et que les voyants sont dans le vert,
sur le plan technique. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui pour ce projet-là. Si vous voulez en savoir plus avec le white paper et tout, je fais une vidéo spécifique pour expliquer le projet de A à Z. Voilà, bon, peut-être ça date un peu, donc il manque des mises à jour, mais en tout cas, les bases sont là. Et sinon, les amis, eh bien, je continue avec le projet, enfin, la crypto-monnaie XRP et l'entreprise Ripple. Et donc, grosse information, déjà, hein, pour commencer, c'est que cette semaine, Ripple a annoncé donc, avoir carrément racheté. Alors, il faut savoir qu'elle avait déjà des parts dans la société Fortress Trust, et que là, ça y est, elle a annoncé définitivement devenir majoritaire actionnaire de cette entreprise Fortress Trust, et donc elle a acquis Ripple, l'entreprise Fortress Trust. Et ça, c'est quelque chose de très tactique et très stratégique, justement dans le combat contre la SEC de Ripple, puisque faut savoir que Fortress Trust, c'est une entreprise qui notamment met en place des infrastructures de régulation et des paiements également en ligne. Vous voyez, c'est écrit là hein, sur leur page Twitter de Fortress.io, des infrastructures pour le Web 3.0 et les innovations. Donc là, on voit bien qu'il y a, une grille d'échecs, un jeu d'échecs hein, entre la SEC, les régulateurs américains et Ripple, et que là, Ripple a avancé son cavalier ou sa tour ou ce que vous voulez. On dit, bon, bah, nous, on a acheté Fortress Trust pour améliorer notre combat contre la régulation ou notre image de volonté d'être dans la régulation américaine. Donc, très bon point, et surtout que derrière, Fortress Trust c'est quand même c'est écrit là, hein, une entreprise crypto, fait partie des plus grosses entreprises crypto dans le milieu de la construction des infrastructures. Donc ce n'est pas rien, même pour le futur développement de Ripple. Très bonne nouvelle. Bon, en tout cas, très bonne acquisition. Ensuite, donc là, j'ai un petit article de Jack the Rippler, comme vous pouvez voir ici, et qui effectivement déclare que là, alors, je l'avais montré la semaine dernière déjà, un article sur les SBI, et notamment donc les banques japonaises, donc vietnamiennes, d'Indonésie et des Philippines, qui, ça y est, à partir de ce mois-ci, eh bien, elles vont commencer à utiliser le XRP comme moyen de paiement transfrontalier, ou du moins comme infrastructure pour leur paiement transfrontalier au niveau des banques. Donc là, ça y est, hein, c'est confirmé, les amis. Donc après, voilà, c'est Jack the Ripper dit How can't you believe que le XRP ne touchera pas les 100 $. On reste sérieux, hein, on reste les deux pieds sur terre, les amis. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que effectivement, là, ça a été confirmé entre-temps en plus par les banques que voilà, ils allaient mettre en place les services d'international en utilisant la crypto-monnaie XRP. Voilà. Pour ce qui est des 100 $, je vous invite à pas le voir, à rester les pieds sur terre quand même si c'est très prometteur, hein, bien évidemment, pour le XRP, on l'a compris. Ensuite, les amis, je vous passe un petit article, hop, sur, bien évidemment, hein, toujours en lien avec le XRP. Donc là, c'est un article de CoinDesk, comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, Ripple, en fait, tout le personnel majeur de Ripple hein, pour travailler sur le XRP, mais pas que, parce qu'il y a les services également en lien avec les CBDC et autres pour Ripple. Eh bien, 80% de l'année là qui va suivre, eh bien, vous avez 80% du personnel qui sera recruté à l'étranger hors États-Unis. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que implicitement, on voit que déjà le combat de la régulation entre la SEC et Ripple, il fait mal déjà aux États-Unis, il fait pas mal à Ripple, parce qu'on voit que Ripple continue d'étendre ses activités, continue de recruter du personnel, mais pas aux États-Unis. Donc on voit bien que là, la SEC est en train vraiment de se tirer une balle dans le pied, mais pas à l'industrie crypto générale, mais juste à l'industrie crypto américaine. Donc là, faut voir comment ça va tourner l'histoire avec Gary Gensler, le PDG de la SEC. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des comptes à rendre un jour, donc Gary Gensler, parce qu'il aura fait fuir, du moins il aura participé à faire fuir l'industrie crypto des États-Unis, alors que c'est peut-être, même probablement, l'avenir pour le futur de l'économie mondiale, hein, tout simplement. Donc, bien marrant de voir ce genre de choses. En fait, ce n'est que le résultat hein, de la politique agressive de la SEC vis-à-vis de l'entreprise Ripple. Bon, et maintenant, les amis, écoutez, j'ai fini hein, pour le XRP, pour le Ripple et pour les projets crypto. Je vous invite à voir la vidéo sur
le XRP, sur l'entreprise Ripple, si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et sinon, ben moi, je vous invite à passer maintenant aux actualités crypto plus générales. Hop, c'est parti. Donc là, j'ai un article de journalducoin.com et là, le nombre d'adresses Bitcoin bat tous les records malgré le bear market. Et effectivement, là, on a dépassé les 1 million d'adresses, d'après le journal du coin, d'adresses qui détiennent du Bitcoin dans le monde. Donc, c'est plutôt intéressant à voir, c'est que on est vraiment effectivement dans une évolution, dans une augmentation de l'adoption des cryptos plutôt que dans une diminution. Donc, c'est pour ça que ça conforte dans le sens où les crypto-monnaies, c'est trop tard pour les détruire, pour les supprimer, parce qu'elles sont trop diffusées déjà. Il y a trop d'instances réglementaires, notamment au Salvador par exemple, bah, ils ont carrément adopté le Bitcoin. Donc maintenant, pour détruire vraiment, pour supprimer le Bitcoin, les crypto-monnaies, ça va être très dur si les régulateurs et si les industries, on va dire, anti-crypto, voudraient mettre ce plan d'action en place. Il aurait fallu s'y prendre 10 ans en arrière. Là, aujourd'hui, c'est trop tard. C'est officiel, hein, on le voit bien. Et c'est également très intéressant de voir ce sujet-là parce que nous sommes en bear market et la logique voudrait qu'au contraire, c'est que les gens se débarrassent. Vous savez, ça, c'est l'hiver crypto, les gens se débarrassent normalement de leur crypto-monnaie. Mais là, on voit qu'avec les facteurs géopolitiques, avec l'inflation, avec tous les problèmes économiques, même la chute de la valeur du dollar, de l'euro, qui en fait est une des causes hein, de l'augmentation de l'inflation, eh bien on voit que les gens font de plus en plus confiance aux crypto-monnaies. Et pas forcément qu'à l'or et à l'argent physique, qui sont des valeurs refuges universelles qu'on ne peut pas remettre en cause, mais que les crypto-monnaies et le Bitcoin surtout sont en train, eux, de également devenir des valeurs refuges à travers ces petites informations-là. C'est plutôt sympa à voir. Vous voyez, et c'est plutôt rassurant hein, quand on est dans ce genre de suite, parce que là, nous sommes vraiment dans les flammes. Hein. Voilà, nous sommes dans l'hiver crypto, dans, dans le dur du sujet. On a quand même des points positifs là-dessus. Bon, je continue les amis, bon, pour être dans la même veine, là je parle plus sur un aspect alors, géopolitique et un peu financier, parce qu'effectivement, là j'ai un article de Coins.fr, la Fédérale Réserve, donc la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la banque centrale donc, américaine, loin d'une décision sur le dollar numérique. Là, c'était au 11 septembre 2023 par Christophe Offray. Donc là, on voit effectivement qu'on a, on a un problème en Occident, c'est que on a, du moins aux États-Unis surtout, là on parle des États-Unis, mais bon, comme on sait que les États-Unis dirigent l'Occident, bon voilà, eh bien, on voit que les Américains, donc, ils sont en train de mener une lutte répressive contre les crypto-monnaies, mais en contrepartie, ils n'ont pas encore sorti leur dollar numérique et ils semblent plutôt loin d'être capables de le sortir. Alors que vous avez par exemple déjà les BRICS qui sont le rival de base des Américains, eux les membres du BRICS, la Russie par exemple et la Chine, ont quasiment déjà leur monnaie numérique qui est prête à la diffusion universelle, on va dire. Donc ça veut dire que là, les Américains sont en train d'essayer de détruire à travers la SEC une industrie crypto alors que leur propre dollar américain est en train de s'effondrer, enfin, du moins lentement, hein, s'effondre lentement, il faut le dire, en fonction du temps, et donc ils n'ont pas finalement de solution de repli en cas de crise, si ce n'est les crypto-monnaies existantes, les stablecoins. Voilà, donc là, ce qui est en train de se passer, c'est simplement qu'aux États-Unis, si on a une chute du dollar, ça s'accentue, et donc une relance de l'inflation, qui est en train de se passer d'ailleurs, hein. Là on a une relance de l'inflation aux États-Unis, eh bien, les Américains n'auront peut-être pas le choix que de se tourner vers les stablecoins ou les crypto-monnaies aux États-Unis, malgré la SEC qui tape sur les crypto-monnaies. Donc, ça risque d'être intéressant les prochaines années, les prochains mois, là, à voir sur le comportement des Américains par rapport aux crypto-monnaies. Bon. Ensuite, là, j'ai un article de Coin Tribune, les amis. Donc là, on va passer à l'Europe. Effectivement, donc au niveau juridique, alors nous, ce qui est bien, le point positif en Europe, ça fait un petit moment que je n'ai plus parlé, mais c'est qu'on est en train de mettre en place un aspect légal sur les crypto-monnaies et donc qui rassure les investisseurs, qui rassure les entreprises, etc. Sauf que là, ils nous ont répondu une troisième loi. Rappelez-vous, on avait parlé, ils nous ont pondu donc, la loi MiCA qui vise à réglementer donc, tout l'aspect général des crypto-monnaies hors NFT. Hein. Les NFT ne sont pas encore comptés dans la régulation crypto, mais en tout cas, les crypto-monnaies, à travers la loi MiCA,
eh bien, seront, on va dire, globalement légalisés, mais avec des contreparties, bien évidemment, de sécurité pour les entreprises exchange crypto, par exemple, qui devront être agréées PSAN et non plus seulement enregistrées. Ce sera une obligation. Après, il y a plein d'autres exemples de ce type-là, mais je ne vais pas ce serait trop long de relister. Et sinon, la deuxième loi qu'ils veulent mettre en place, qu'ils ont déjà mis en place, qui sont déjà votées, on va dire, mais qui n'est pas mis en place, qui sera en vigueur en 2024, c'est la loi TRF qui, elle, vise à l'anti-blanchiment d'argent et donc qui vise à tracer les montants des crypto-monnaies, des échanges de crypto-monnaies sur les plateformes exchange et sur les cold wallets, notamment par exemple sur des MetaMask, à partir d'un certain montant. Et enfin, maintenant ça a évolué, vous avez une troisième loi, donc là ça devient du flicage, hein. Je le dis clairement, ça devient du flicage, parce que maintenant c'est donc la loi qu'ils appellent DAC8, donc la loi DAC ou DCA8, qui a été votée très récemment, donc en large majorité par l'Union européenne, et qui vise tout simplement à tracer l'ensemble de vos transactions de crypto-monnaie. Mais attention, quand je dis l'ensemble, c'est-à-dire que c'est crypto à crypto, c'est crypto à fiat, c'est fiat à crypto, et c'est également des transferts crypto de wallet à d'autres wallets, même les cold wallets. Ça veut dire que ben, vu que ça a été voté, c'est le cas, ce sera mis en vigueur en 2026, ça laisse un peu de temps, mais à partir de 2026, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura l'obligation, nous, de déclarer en déclarant nos crypto-monnaies, eh bien d'envoyer quelque part la liste de tous nos mouvements crypto-monnaies, même si c'est de crypto à crypto, même si on n'est pas imposable là-dessus, et de les envoyer aux impôts. Super les amis. Voilà vers quel monde nous nous dirigeons pour l'industrie crypto en Europe. Donc pas très encourageant à ce niveau-là. Je dois avouer, c'était le risque, c'est qu'on tombe dans le surflicage et on y est. Et bien sûr, comment ils justifient ça? Ben, ils justifient cela par la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment d'argent. Donc on voit bien que là, on se marre, parce que quand on voit les affaires de corruption qui ont lieu au sommet de l'État, déjà en France, mais aussi surtout au sein de l'Union européenne, je ne parle même pas du Qatar Gate, par exemple, si ce n'est que ça, eh ben, les donneurs de leçons sont bien gonflés et bien hypocrites d'être capables de donner des leçons là-dessus, de pondre des lois qui eux-mêmes, on sait qu'ils vont peut-être même pas les respecter. Donc voilà, mais bon, allez. Sur ce, hein, on prend un peu de sourire et on continue. Donc maintenant, j'ai fini sur les industries, sur l'actualité crypto plus générale. J'ai passé à l'actualité financière, les amis. Là, il y a des choses très intéressantes également à dire. Première information, toc, je vous la passe, un article de latribune.fr. Donc, malgré le ralentissement économique, la Banque Centrale Européenne reste inflexible et augmente pour la 10e fois ses taux. Donc là, vous voyez, c'est aujourd'hui, hein, c'est extrêmement frais. Et donc, ça veut dire que là, à l'issue de la réunion de son Conseil des gouverneurs, la Banque Centrale Européenne a annoncé une hausse de 25%, enfin de 0,25% de ses points de base de son taux de référence. Donc, ça veut dire que là, c'est écrit par la tribune, hein, ce dernier se situe désormais au plus haut niveau de son histoire. Donc la 10e hausse consécutive, et nous sommes à un record donc là, absolu. En même temps, et la dernière fois qu'on était à un tel niveau, c'était durant la crise de 2008. Pour vous dire, la crise des subprimes, la crise financière de 2008. Donc là, on est dans une situation quand même inquiétante, dans le sens où on voit que l'inflation repart à la hausse. Donc là, on l'a vu, hein, en août, l'inflation même en France est repartie à 4,8%. L'inflation en Europe est en train de repartir à la hausse, malgré déjà des taux directeurs sont très élevés, et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'effet. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a une inflation qui est en train de repartir à la hausse. Je vous montre l'article qui confirme cette donne-là. Là, c'est un article de l'Express Union Européenne. Ah, attendez, c'est pas ça. Tac. Pardon, je me suis trompé. Un article de Le Monde. Donc, électricité, une nouvelle hausse est attendue pour le début de 2024. Une hausse de l'ordre de 10% peut avoir lieu en janvier 2024. C'est-à-dire que là, ils nous parlent tous, je vous l'ai dit la semaine dernière, une possible baisse de l'inflation, un retour à normal entre 2024 et 2025. Donc j'avais parlé du FMI, j'avais parlé de la Banque Centrale Européenne d'ailleurs, hein, qui disait, ne vous inquiétez pas, en 2024, en 2025, ce sera réglé. Alors là, on voit qu'ils sont tellement sur deux, qu'ils continuent à augmenter leur taux directeur,
Mais en plus, on voit que c'est pas logique parce que derrière, on voit que déjà on a des nouvelles hausses prévues, même en France, rien qu'au niveau de l'électricité. Donc ça veut dire que l'inflation, elle est loin d'être solutionnée en fait, malgré la hausse des taux. Et là où je veux en venir, c'est que ça veut dire que ils n'auront pas le choix, si ça continue comme ça, de continuer à augmenter les taux directeurs, notamment la Banque Centrale Européenne. Et je vous rappelle que plus on a une banque centrale qui augmente ses taux directeurs, et plus le budget et la dette d'un État est très forte, enfin pèse lourd dans les caisses de l'État. Ça veut dire que les intérêts de la dette, là je parle par exemple de la France, mais c'est valable pour toute l'Union européenne du coup, hein, vous l'avez compris, mais ça veut dire que les dettes des États, dont la dette française, et bien les taux directeurs vont être de plus en plus lourds à payer. Ça veut dire que plus on augmente les taux directeurs, et plus la dette française va être difficile à rembourser au niveau même des intérêts par le gouvernement français. Donc c'est là le vrai danger, parce que plus s'il continue comme ça en cascade, et on est bien parti pour, puisqu'on voit bien que rien qu'en 2024, on aura une nouvelle inflation à cause de l'électricité en France. Donc, on n'aura pas le choix de continuer la hausse des taux directeurs. Voilà. Et si je le dis, je confirme ça, là j'ai un article de l'Express, UE, donc Union Européenne, inflation, pacte vert Ukraine, les annonces de von der Leyen. C'était au 13 septembre 2023, c'était hier qu'elle a fait son discours, la von der Leyen. Et elle a déclaré quoi? Elle a déclaré que le retour à l'objectif d'une inflation à 2% dans la zone euro prendra du temps. Donc là, on est très loin des discours. On disait, ouais, 2024, ce sera bon. Là, c'est bon, on commence à préparer les états d'esprit, on commence à préparer les gens. Finalement, l'inflation, ça risque d'être un petit peu, pas permanent, mais un peu long, quoi. Voilà. Une inflation qui est longue, c'est une inflation qui, malheureusement, se dirige de plus en plus vers des scénarios, une inflation permanente. Parce que si vous perdez le contrôle de l'inflation, après, c'est fini, hein. On le voit bien avec l'Argentine, avec le Liban, tous ces pays-là qui connaissent l'hyperinflation. Voilà les amis. Et donc là, en conclusion, je vais en finir avec un truc. Attention. Donc là, j'ai un article de France Info, comme vous pouvez voir. Loi de finances 2024. Et donc, là, il prépare quand même, c'est interpellant, hein, c'est que si à la fin, il n'y a pas de majorité pour voter un projet de budget, on utilisera le 49.3 sur le ministre des Comptes publics. Et donc là, ce que je vous dis, c'est qu'avec la hausse des taux directeurs qui continue à monter, les budgets des États de l'Union européenne sont de plus en plus mis à mal au niveau de leurs dettes. Et donc, ce qui est possible, c'est qu'on ait des mesures draconiennes pour que le ministre des Comptes publics dise déjà, bon, on va utiliser le 49.3 parce que ça va plaire à personne ce qu'on va faire, en gros, hein. C'est un peu ça. Et bien, c'est qu'il nous prépare des petits trucs que vraiment on va avoir des annonces qui vont pas faire plaisir aux Français. Donc, pour ça, je vous disais, attention les amis, faites gaffe. Je vais faire une vidéo exprès là-dessus. Donc, je pense entre la dimanche et lundi, je vais essayer. Mais ça me paraît important parce que là, je pense qu'ils vont nous concocter des petites choses. Sans pas l'histoire, quoi. Sans pas l'histoire. Et parce que là, ils sont en train de nous reparler de la dette, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, ben, je vous ferai vraiment une vidéo là-dessus. Je vous inviterai moi à la voir parce que je pense qu'elle sera importante et il y aura des impacts, à mon avis, sur les finances et les comptes d'épargne des Français. Voilà. Bon, bah sur ce, les amis, c'est fini. Donc, l'actualité crypto pour aujourd'hui. Donc, c'est l'actualité crypto numéro 41. Je vous remercie à tous encore les amis, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, pour les likes, les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires également pour me dire ce que vous en pensez, hein, de tout ça. Et si vous avez des avis également, il n'y a pas de problème, on est là pour en parler. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous dis à la prochaine, donc à dimanche lundi pour la prochaine vidéo. Et puis sinon, je fais la bise. Ciao.